commencer par aborder la question de la paix parce que la question qui revient de façon lancinante et même obsédante, c'est est-ce qu'une paix est possible après 22 ans de négociations qui trébuchent, qui s'arrêtent, une colonisation qui ne cesse de se développer, ainsi de suite. Je crois que la question est fausse. La question est fausse parce que vous n'optez pas pour un choix stratégique, un choix culturel, un choix éthique, comme la paix, uniquement parce que vous avez fait vos calculs auparavant pour savoir si ça va marcher ou pas. On ne choisit pas une cause après une étude de marché. On se dit, elle a des chances d'aboutir, donc on se bat pour, ou l'affaire semble très compliquée, donc mieux vaut ne pas s'y l'aborder. Donc le choix d'aller vers la paix ne dépend pas des chances de la paix d'aboutir. Le choix d'aller vers la paix est un choix éthique et politique et historique. Et le choix d'aller à la négociation ne s'est pas fait sur du calcul, parce que sinon nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres. Nous savions quelles étaient les difficultés, nous savions à quel point il y avait des obstacles littéralement insurmontables, et nous aurions pu nous dire, c'est pas la peine, c'est râpé d'avance. Nous avons été vers la paix, vers l'idée de la négociation, parce qu'il y a eu à un moment donné une conviction absolue, que c'était la seule façon de se rendre compte de deux éléments. Le premier, c'est qu'en 40, 50 ans, une réalité nouvelle était née, qui était que les immigrants juifs qui étaient arrivés dans la Palestine mandataire étaient désormais une entité qui s'appelait Israël et non plus une communauté juive. Donc il y avait une réalité qui s'est développée dans le temps. La deuxième chose, c'est que nous n'avions pas disparu ni renoncé à nos droits. C'est également une réalité qui s'est établie sur le terrain. Et la troisième, qui a été déterminante, c'est que soit nous allions vers le conflit négocié par la parole et résolu par la parole, soit nous faisions l'option et le choix de nouveaux bains de sang. C'est cela qui a fait le choix de la paix. Ça ne se pas des calculs, parce que j'entends très souvent pourquoi vous y avez été, quelle bêtise, regardez où nous sommes, comme si c'était une étude de marché. Comme si on voyait un peu, si on allait pouvoir en vendre de la paix. Bon, non, le marché ne va pas réagir, donc ce n'est pas la peine. Ça ne s'est pas fait sur cette base. C'est pour cela qu'il faut dissocier de façon catégorique le choix, l'option d'aller vers la paix et la façon dont les négociations se sont faites. Là, on peut être très critique. Là, on peut faire des bilans. Là, on peut dire, voilà ce qui a été mal fait, voilà ce qui a été une erreur, voilà ce qui n'a pas été possible d'éviter. L'approche critique, elle doit être faite, et celle de la prestation des négociateurs, j'en ai été. Pas le choix. Partant de là, la paix n'est plus une question de possibilité. Elle est un choix, elle est un défi. Quand vous dites que vous avez un défi, ça veut dire que vous avez pris la décision d'entrer dans un combat. La paix se gagne, elle n'est pas quelque part dans un tiroir qu'il suffit de trouver le bon tiroir, ensuite de l'ouvrir et de la sortir. C'est une bataille qui n'est pas moins dure que les batailles militaires. Elle est moins sanglante, mais elle n'est pas moins dure, croyez-moi. Croyez-moi, j'ai négocié pendant 7 ans. C'est d'une extrême violence, la négociation. Une extrême violence. Pourquoi? Parce que dans une négociation, c'est-à-dire une négociation de paix, les coups que vous portiez auparavant sur votre adversaire, vous vous les portez à vous-même pour vous forcer à accepter le compromis. Ce n'est pas une affaire douce, la négociation. C'est très très dur. Vous vous faites violence à vous-même. C'est un changement de l'orientation de la violence. Et c'était très violent. Ça n'était pas simple. Parce que imaginez, pour moi qui suis un enfant réfugié de 48, ce que c'est que de m'installer face à quelqu'un dont je sais qu'il est à l'origine de mes malheurs, pour le persuader de bien vouloir accepter d'avoir un État qui ne soit installé que sur 80% de ma terre natale. Imaginez la violence que ça a été pour aller dans cette négociation. Mais c'est un choix.
Ça n'est pas une question de calcul, ni de... Encore une fois, ça n'est pas ce qu'on appelle une étude de faisabilité, comme parlent les gens qui sont sur le marché. Ça n'est pas une étude de marché. Donc, voilà l'optique. Partant de là, tous les risques sont ouverts. Je ne sais pas si elle adviendra, je sais qu'il y aura une solution, je ne sais pas à quoi elle ressemblera, et ce qui m'inquiète n'est pas l'issue. Je suis sûr, il n'y a pas de conflit, ça n'existe pas dans l'histoire. Ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cela va coûter en peine, en souffrance et en cadavre? C'est cela la question qui va poser. Combien encore avant d'aboutir à... Mais cela ne change strictement rien à l'engagement. Parce que c'est ou cela, ou le bain de sang. Il n'y a pas un troisième. C'est ou la parole, ou le bain de sang. Or, si vous n'aimez pas le sang, il faut aller parler. Dans cette optique, sur quoi faut-il se battre? Il y a des choses sur lesquelles il faut se battre, dans les deux sociétés. Et je crois que c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas du tout ni des naïfs, ni des idéalistes, ni des gens qui ne savent pas. Nous sommes dans le combat, nous ne sommes pas des observateurs du conflit du Proche-Orient, nous sommes des acteurs. Nous savons tous les ingrédients. Alors, sur quoi on se bat? Sur quoi il faut se battre? Il faut tout d'abord bien montrer qu'une des clés essentielles de la paix, c'est que dans les deux bords commence à s'installer l'idée que nous sommes égaux. L'idée, pendant toute la négociation, des négociateurs israéliens, qu'ils étaient nos supérieurs humains, pas supérieurs en armes, en armée, en technique, humainement supérieurs, à saboter les négociations. Il faut que les Israéliens commencent, et ça commence à faire son chemin, que nous sommes humainement égaux, nous sommes des hommes comme eux et eux comme nous. Personne n'est supérieur, mais personne n'est inférieur. Nous sommes dans l'idée de l'égalité fondamentale. C'est une bataille. Une deuxième bataille est très importante. Comment commencer? Parce que toutes les solutions, si vous y pensez, sont basées sur une idée de la division. On va faire deux États, on va diviser le territoire en deux parties. Comment commencer à installer le concept du partage à la place du concept de la division? Une terre partagée n'est pas une terre divisée. C'est d'autres relations entre les hommes. La division est stérile. Elle ne crée que de la mort. Le partage peut créer une vie nouvelle très différente. Se battre sur ce concept. Jérusalem, tout le monde se dit, ah, on ne peut pas diviser. Partageons Jérusalem, ne la divisons pas. Ça veut dire qu'elle est ouverte. Et que deux souverainetés des hommes peuvent s'y exercer. J'en arrive à la question de la souveraineté, qui est une troisième idée pour laquelle il faut se battre. Une des grandes perversions du processus, et qui joue dans tous les secteurs et chez toutes les parties, c'est que dès que nous arrivons à la question de Jérusalem ou de la Terre Sainte en général, on commence à négocier la souveraineté divine. Comme cette terre est sainte pour les trois religions, qui d'ailleurs toutes disent qu'elles ont le même Dieu, nous avons un débat absolument incongru pour savoir quel est le Dieu qui est plus souverain que l'autre et qui permettrait à son propre peuple d'avoir sa souveraineté à lui. La souveraineté divine ne se négocie pas. Si nous voulons négocier, nous devons négocier la souveraineté des hommes, et là nous passons dans le registre strictement politique. Laissez Dieu tranquille dans cette histoire. Les sentiments ne se négocient pas. Vous imaginez si trois personnes arrivent, d'un Palestinien, un Arabe ou un Israélien, et qui disent toutes les nuits, je rêve de Jérusalem. J'adore Jérusalem. Qu'est-ce qu'on va négocier? Je te donne 60% d'attachement, je en prends 30%. Ça ne se négocie pas. Or, jusqu'à présent, la plupart des questions ont été abordées dans une fusion de ces éléments absolument pas négociables et de ce que nous pensions que nous étions en train de négocier. Le cas de Jérusalem est exemplaire à ce propos. Il y a aussi autre chose qui est très importante, qui commence à gagner malheureusement et qui pour nous, Palestiniens, est douloureux. Depuis quelque temps, ça n'était pas le cas. On n'aborde plus cette terre que comme un espace de conflit entre le judaïsme et l'islam. Et c'est totalement faux. Cette terre est plurielle, elle a toujours eu les trois saintetés. Et personne ne peut annuler cette chose.
Parce que cette terre, quand elle perdra sa troisième composante, qui est sa composante chrétienne, perdra son existence et sa personnalité profonde. Cette terre, pendant des siècles, a été une terre sainte pour les trois religions. Je ne parle pas de religion là. Et ces enfants se sont considérés pendant des siècles, et jusqu'à il y a quelques années, comme étant, chacun dans sa religion, mais le réceptacle des trois. Cette terre est unique à cause de cette donnée. Pas parce qu'il y a des miracles et des saints. Bien sûr, c'est important pour les croyants, les miracles, les pèlerinages, tout cela, d'accord. Mais cette terre a eu cette force et cette place centrale parce que ces enfants se sont considérés comme les réceptacles de tout ce qui s'y est passé. Prenez les conflits au XIXe siècle, dans la région. Au XIXe siècle, du fait de l'arrivée des puissances européennes et de la modernisation, du fait que certaines communautés ont été élues pour être les fers de lance de cette modernité européenne au détriment d'autres, et c'était tout à fait bien géré, et géré de façon assez malfaisante, puisque le but était de déstabiliser l'Empire ottoman et de le dépecer, et Abraham a parlé des accords Sykes-Picot, qui sont le dépeçage des provinces arabes de l'Empire. Les communautés commencent, dans l'Orient arabe, à se dresser les unes contre les autres. Et nous avons au XIXe siècle des affrontements sanglants dans la montagne libanaise, mais également, on en parle moins, en Syrie. Et nous avons des rapports des consuls qui font la tournée de toutes les localités chrétiennes palestiniennes. Le consul de Prusse, le consul de France et d'autres, et nous avons les archives, et qui écrivent ensuite des rapports aux affaires étrangères, et qui disent ces Palestiniens sont des abrutis, car nous faisons la tournée des localités pour leur dire vous n'allez pas quand même vous soulever pour défendre vos frères qui sont en train d'être massacrés par les musulmans et les druzes, etc., dans les pays environnants. Et ils ne bougent pas. Ça n'est pas que les Palestiniens étaient des démocrates avant l'heure ou des sociétés d'ouverture. Pas du tout. Ça voulait dire qu'il y avait un autre rapport à la religion, une autre relation aux choses. Et cela, aujourd'hui, est menacé. Il faut une grosse bataille, il faut qu'elle soit menée dans la société israélienne parce qu'il y a un intégrisme juif à l'œuvre, il faut qu'elle soit menée dans la société palestinienne parce qu'il y a un intégrisme musulman à l'œuvre, parce que les chrétiens sont en train de partir, c'est vrai, le pays est en train de se vider de sa composante chrétienne, et croyez-moi, le jour où le pays sera juste un conflit en tête-à-tête entre deux religions, il perdra son identité historique. Ce pays n'existe que dans sa pluralité. Il faut se battre pour cette idée de la pluralité. Il y a également une autre bataille, et je l'ai expérimenté celle-là de façon très, très concrète pendant les négociations, et notamment pendant les négociations sur la question du retour, qui est une bombe. Dès que vous parliez de ça, au début des négociations, dès que j'abordais la question, la délégation israélienne se retirait de la salle. Il y a certains sujets au niveau d'Israël, et qui sont des éléments clés pour la paix, qui sont considérés non pas comme des questions historiques, ni comme des questions d'avenir, mais comme des questions existentielles. C'est-à-dire que pour beaucoup d'Israéliens, la question des circonstances dans lesquelles Israël est né est une question non pas d'histoire, et là un aspect historique, mais est une question qui, à leurs yeux, remet sur le tapis le fondement de leur propre légitimité. Les Israéliens sont convaincus qu'à la seconde où ils reconnaîtront qu'ils ont commis une injustice à l'égard de notre peuple en 1948, ils auront signé non pas une reconnaissance de l'injustice, mais leur arrêt de mort, car, étant né de façon illégitime, la terre entière va débarquer et leur dire « vous n'avez plus le droit d'être là puisque vous êtes né de façon illégitime ». Donc cette question n'est plus une question d'histoire, ça n'est pas une question diplomatique, ça n'est pas une question de négociation, ça devient une question existentielle. Et comment négocier cela? Parce que là, vous touchez du doigt un élément plus vaste que la question des réfugiés, et sur lequel on devra travailler beaucoup
beaucoup avant d'avancer. C'est aussi une des choses qui ne font pas bouger l'éléphant. Toute la question de la peur. Toute la question de la peur est là. Les Israéliens ont peur, et ce n'est pas parce qu'il manque d'avions, ni de chars d'assaut, ni d'unités spéciales. Ils ont peur parce qu'ils se disent, à un moment donné, notre légitimité peut être remise en question. Et si on remet en question notre légitimité, c'est notre vie future qui devient menacée. Bien sûr que cela est basé sur les expériences, les souffrances, les persécutions vécues en Europe. Bien entendu, tout cela est vrai. Mais ce nœud dur, et qui est très compliqué, celui de la peur, ne peut pas être esquivé. Il va falloir crever cet abcès. Il va falloir absolument crever cet abcès. Et cet abcès ne peut être crevé que par les victimes. Il n'y a que les victimes qui peuvent à un moment dire « vivons ensemble maintenant », qui peuvent crever cet abcès. Mais pour que les victimes disent « vivons ensemble », il faut que ceux qui les ont fait souffrir leur disent « oui, nous vous avons fait souffrir ». Ça n'est pas une question de retour. Ça n'est pas une question, contrairement à ce que vous entendez, sur la peur d'une démographie qui va balayer l'État d'Israël. Ça n'est pas vrai. Il faut que les Israéliens osent dire à un moment oui, 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 nous vous avons fait du mal. Les Palestiniens diront maintenant on peut vivre ensemble dans l'État de Palestine pour les Palestiniens, dans l'État d'Israël pour les Israéliens, et les Palestiniens qui sont en Israël restent là où ils sont. Mais pour cela, comment rassurer les Israéliens qu'à la seconde où ils diront cela, on ne va pas de part et d'autre et de partout se précipiter pour nous dire « Ah, vous l'avez reconnu, maintenant vous évacuez les lieux ». C'est un nœud très compliqué. Et il est au centre de la négociation. Ça n'est pas vrai qu'il y a des questions insolubles. Ça fait 22 ans que nous négocions jour et nuit sur des détails à devenir fous. Nous avons des solutions praticables, pas idéales, praticables pour toutes les questions. Toutes. Il y a eu des sommets, des négociations, des rencontres. Ça fait 22 ans que nous revenons sur les mêmes questions. Ça n'est pas vrai que nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Ce qui manque, c'est que personne ne fait. C'est l'acte qui manque. Nous ne sommes pas, parce que chaque fois que nous disions l'impasse, il y a une impasse, ah, ça serait bien que vous rencontriez pour continuer à discuter. Nous n'avons plus besoin de discuter, nous savons ce qui peut être, ce qui peut marcher. Nous savons ce qui peut marcher. Le problème est là. Et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit à la fin par Abraham. C'est vrai que des initiatives comme celles qui ont été prises par l'Union européenne peuvent pousser à l'acte, peuvent pousser à bouger, peuvent montrer qu'il y a des limites aux choses, que ça ne peut plus durer. Et nous espérons que cela, malgré la description de cette rencontre absolument stérile de 9 mois entre les négociateurs palestiniens et israéliens, ce type d'action peut précisément faire que ces rencontres, même si elles n'aboutissent pas elles-mêmes, mais que la réalité ne sera plus si stérile. Il y a un moment, il faut dire à une force d'occupation, il y a des limites. Il y a des limites. C'est fini, on ne peut plus. On peut plus. Ça soulève la question de l'impunité, ça soulève la question de l'application du droit, de la prééminence du droit, et ça soulève une question encore plus profonde. Quand vous n'avez pas une victoire militaire écrasante où vous dictez à celui qui a perdu ce que vous voulez qu'il fasse, quand vous êtes dans une situation comme celle-ci où vous négociez, même dans un rapport de force totalement faussé, puisque les Américains ne sont pas de véritables intermédiaires, et que les Américains non seulement ne font pas grand-chose, mais qu'ils empêchent aussi d'autres de faire. Parce que ça fait 22 ans qu'on négocie, c'est très très joli. Sauf que les Européens, on ne les a pas laissés faire. Que les Russes qui étaient partie prenante et à l'initiative, ils étaient les deux, Américains et Russes, on ne les a pas laissés faire. Que l'ONU est réduit au simple rôle d'observateur qui regarde. Les Américains n'ont laissé faire personne. Ce n'est pas simplement eux qui n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait laisser faire les autres. Et donc nous sommes dans une situation où il faut à tout prix maintenant que d'autres acteurs osent agir.
et ose agir en vertu précisément des principes du droit. Personne ne peut contester, quand vous regardez le détail des dernières décisions européennes, personne ne peut contester. L'Europe réaffirme absolument l'existence de l'État d'Israël, ses besoins, et ainsi de suite, et dit tout ce qui se passe au-delà des lignes qui ont été traversées pour l'occupation en 1967 est illégal. C'est tout simple. Et à ce moment, on peut voir que ça bouge, et ça bouge, croyez-moi. Bien que les négociations soient stériles et qu'elles aient été accompagnées d'un surplus de fondations de colonies, pour un peu nous obliger à arrêter et à endosser le chapeau de l'échec. Ils ne voulaient pas venir, même à ces négociations stériles, ils ne voulaient pas venir, c'est pas vrai. C'est l'Union européenne, c'est la décision européenne qui a fait que ça a bougé. Ils ne voulaient pas venir, ils ne voulaient pas en entendre parler. Comme ils ont été forcés de venir, ça recommence à saboter. Mais il y a d'autres forces en Israël. Et ça fait des années que ça bouge. Et ce n'est pas forcément visible. Vous savez, très souvent, la paix advient par des espèces de forces presque souterraines qui tout d'un coup émergent. Quel était le pourcentage des Français qui étaient opposés à la guerre d'Algérie? À mon avis, ça ne devait pas faire 0,02%. À un moment donné, la totalité du peuple français a réalisé que c'était plus jouable. Il n'y a pas eu une majorité de Français qui a dit qu'il faut arrêter la guerre d'Algérie. C'est pas vrai. Les porteurs de valises, on les connaît presque individuellement. Qu'est-ce qui a arrêté les choses? Tout d'un coup, ça ne devient plus possible. Et à ce moment, les pas qu'on attend et qu'on souhaite adviennent. Donc, je vous le dis, c'est un défi, il faut se battre. Il faut se battre en vertu de ces idées pour les ancrer et les ancrer et les ancrer. Et comme ça, être un peu dans les travaux de préparation de l'avènement d'une paix réelle. Quant aux chances de réussite ou au risque d'échec, personne ne peut y répondre. Nous le faisons par conviction, pas du tout par calcul. Vous savez, ça fait des années que d'autres et moi sommes actifs en France. Et je dois déjà vous dire une chose qui n'est pas simplement pour vous dire reposez-vous, dormez sur vos lauriers, mais il fut des années où, quand nous arrivions dans une salle pour un débat ou pour une conférence, moi, je saluais à la main la totalité des personnes présentes. Je les connaissais tous, c'était toujours les mêmes. Je peux vous assurer, vraiment sans du tout enjoliver les choses, que depuis presque une dizaine d'années, j'arrive dans des salles où je ne connais personne. Elles sont pleines. Il y a eu en France, incontestablement, ce n'est peut-être pas encore de l'action, mais il y a eu en France incontestablement, parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en France, parce que la situation également sur le terrain a beaucoup aidé, il y a eu une espèce d'empathie dans la société que nous n'avions jamais connue. Nous sommes dans une situation, de ce point de vue, extrêmement positive. Elle n'est pas encore suffisante. C'est pour cela que, depuis quelques années, en tout cas en ce qui me concerne, et d'autres de mes camarades, je pense que l'essentiel pour nous est d'expliquer, c'est-à-dire d'avoir l'obsession de la nuance, d'avoir l'obsession des distinctions, d'avoir l'obsession de la précision des éléments du terrain. Car c'est une action, qu'elle soit solidaire ou directement concernée, qui ne peut fonctionner que avec ces impératifs de la distinction des nuances et de la réflexion. Ça n'est pas un conflit qui peut être résolu en deux couleurs. Il n'existe pas, il n'est pas bichromatique. Il faut à tout prix entrer dans les détails, voir un peu ce qui se passe, voir les enjeux, voir comment ça fonctionne. Et c'est passionnant, hein. C'est pas simplement une question d'engagement. C'est un conflit, hélas, terrible pour ceux qui le subissent,
mais c'est un conflit extrêmement intéressant à suivre et à essayer de comprendre. Hein. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une caisse de résonance du monde. Vous ne pouvez imaginer le nombre de dimensions qui résonnent, même si elles ne prennent pas leur source sur cette terre, mais en tout cas elles y aboutissent. Donc nous sommes dans une situation riche, complexe, difficile, interminable. C'est quand même un conflit qui a plus d'un siècle. Il n'a pas commencé en 1948, vous savez. Le mandat britannique sur la période coloniale était déjà, c'est un euphémisme, extrêmement agité. Il y a eu des maquis armés, il y a eu des accrochages, des batailles. Ça n'est pas du tout une histoire. Dans ma famille, mon grand-père est né en 1860. Il a connu les premiers accrochages dans les années 1890. Mon père a été condamné par les Britanniques, parce qu'il était très actif dans le mouvement national, à être banni aux îles Maurice. Et il a pris la clandestinité 3 ans au Liban. Il est revenu quand il y a eu l'amnistie à cause du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai rejoint la résistance palestinienne en 1967, j'avais 20 ans, ça continue. Les filles maintenant vont, chaque fois qu'elles peuvent, en Palestine. Vous imaginez? Et ce n'est pas un cas unique. Hein. Donc c'est un conflit très long, c'est un conflit qui mérite de voir un aboutissement parce que ça suffit. Et comme disait Mahmoud Darwish, notre poète national, un jour qu'il était interviewé pour Arte, et à un moment, le journaliste lui dit « Quand est-ce que vous considérerez ?» Et ça paraît comme une hérésie, la réponse. Elle n'est pas. Le journaliste lui dit « Quand est-ce que vous considérerez que vous serez totalement libre ?» Et Mahmoud lui a dit « Quand je serai libéré de la Palestine. » Parce que le conflit vous enferme, vous oblige à ne plus être dans votre vie que dans le conflit. Ce n'est pas une vie. Même si la cause est magnifique et si elle est juste, mais ce n'est pas une vie. Donc, il est très très important que ce conflit voie un dénouement. Il est très important que toutes les opinions, les sociétés fassent vraiment leur travail par rapport à leur propre gouvernement. Je vais vous donner un exemple, le tout dernier. Vous savez que depuis que l'Union européenne, avec cette décision, il y a une énorme pression maintenant qui est exercée sur les États européens pour qu'ils renoncent à la décision, ou en tout cas à la gêne. Là, les opinions ont un rôle absolument important de dire non, ça suffit. Et tout ce qui est demandé, en fait, n'est pas de prendre position. Parce que si vous prenez position, l'éléphant va se dire, voilà, la terre entière est contre moi. On l'a déjà vu, c'est un mécanisme récurrent. Prenez position pour le droit, pas pour l'une des deux parties. Battez-vous pour le droit. Dites-vous, voilà, nous sommes pour la justice. Elle est très simple. Elle est dans une espèce de paix réciproque et simultanée. La simultanéité est très importante. Parce que c'est elle qui rassure. Pendant des années, tout était bloqué dans la question de la reconnaissance mutuelle, parce que les Israéliens disaient « reconnaissez-nous, on verra ». Les Palestiniens disaient « ah non, 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 vous ne nous avez jamais reconnus, reconnaissez et puis on verra ». Et c'était bloqué. Il faut que ça soit tout le temps dans la simultanéité. Un fait un pas, l'autre le fait. Parce que je reviens encore une fois à la question de la peur. Ça n'est pas juste un aspect psychologique du conflit, c'est pas du tout cela, c'est le nœud. Il faut à tout prix, expliquer aux Israéliens que s'ils acceptent l'idée de la justice, ils ne mettent pas en cause leur existence. C'est une équation qui semble folle, mais elle est réelle. Vous savez, juste pour finir, je vais vous raconter, en 88, nous avions déjà eu beaucoup de contacts secrets avec ce qu'on appelait à l'époque les pacifistes israéliens. Le président actuel de la Palestine était en fait l'homme qui coordonnait toutes ces rencontres. Et un jour, les Espagnols nous ont dit, c'était en plein hiver, c'est la saison où il n'y a pas de touristes,
Nous allons vous inviter tous à Tolède, parce que Tolède a été un modèle de vie en commun entre les communautés, etc., pour les rencontres. Nous sommes retrouvés dans un grand hôtel absolument vide, et nous étions presque une centaine. La délégation israélienne devait comprendre près de 40 personnes. Les Palestiniens étaient en nombre, dont l'actuel président, et beaucoup de monde, dont moi-même. Il y avait des personnalités arabes, il y avait des personnalités des communautés juives européennes. C'est vraiment une rencontre impressionnante en termes de participation. Et chaque fois, il n'y avait encore ni la négociation, ni la première guerre du Golfe, ni l'occupation de l'Irak. Et chaque fois que nous disions, voilà, avançons vers la paix, vers la reconnaissance, etc., la grande délégation israélienne disait, nous avons peur. Et quand mon tour est arrivé, nous avions chacun, à un moment donné dans le programme, une prise de parole. J'ai dit, voilà le sujet qui m'avait été fixé, je ne vais pas l'aborder, on va parler de la peur. Ce n'est plus possible, ça fait 2 jours, c'est tout le temps nous avons peur. Et j'ai dit, voilà, essayons déjà de faire un classement des peurs. Vous avez peur à cause de certaines périodes, mais ça n'a pas été tout le temps, c'est pas vrai ni partout, où ceux parmi vous qui vivaient dans le monde arabe ont vécu des conflits communautaires. Il y a eu aussi des périodes, comme à Damas par exemple, où la communauté juive était alliée de la communauté musulmane contre la communauté chrétienne dans la ville. Ça aussi, plus personne n'en parle. Mais en tout cas, il n'y a pas de victime éternelle, ni de malheur éternel. Il y a eu des moments, comme dans n'importe quelle société, et selon les périodes et selon les pays, où il y a eu des relations un peu dures, et d'autres moments où la vie était normale. Voici une peur. Il y a la peur de ce traumatisme de la barbarie nazie. Et ainsi de suite. J'ai énuméré. Mais il y a une peur qui est, elle, fondamentale. Ils ont dit laquelle? J'ai dit, ça fait 2 jours que nous vous disons, nous voulons faire la paix avec vous. Et vous dites, nous avons peur. En fait, vous n'avez pas peur. En fait, vous vous dites, ils mentent. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Et pourquoi ils mentent, les Palestiniens? Vous vous dites, si on nous avait fait ce que nous leur avons fait, nous n'aurions pas proposé la paix. En fait, vous avez peur de vous-même. Et à ce moment, il s'est passé une chose très étrange. J'ai vu des dizaines de membres de la délégation israélienne en larmes. Et ils ont demandé une levée de séance. Et ils ont été dans leur chambre. La suite était infiniment moins triste. Haïm Hanegmi, que Abraham connaît très bien, qui était dans la délégation, qui est un homme qui a beaucoup d'humour, qui est un juif d'Hébron, qui est un juif palestinien d'Hébron, et qui était à l'époque le secrétaire d'un homme formidable, un pacifiste qui est mort, qui était le général Pellet, qui était le secrétaire parlementaire de Pellet à la Knesset. Haïm est descendu en me disant, écoute, ils disent, on peut maintenant parler avec lui, mais vous devriez changer de nom. J'ai dit quoi, changer de nom, c'est quoi? Il m'a dit l'OLP, il faut qu'elle change de nom. Vous savez, en anglais, c'est PLO. Je lui ai dit, ah bon, et comment il faut qu'elle s'appelle? Il me dit PMO. Je lui ai dit, c'est quoi PMO? Il me dit, Palestine Medical Organization, parce que vous allez traiter les problèmes psychologiques des Juifs. Non, mais pour vous dire, la question de la peur ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut l'aborder. Il faut, vous pouvez agir dans vos milieux, dans vos relations, dans vos actions. Il faut dire que l'engagement pour la paix n'est pas une disparition. Ça, c'est un thème fondamental. Qu'on ne risque pas sa peau si on opte pour la paix. Quelle que soit l'histoire. Le fait de reconnaître l'histoire est une consolidation de la reconnaissance. Ça n'est pas un danger de mort, ça n'est pas vrai. Parce qu'il ne s'agit pas de règlement de compte. Il s'agit précisément de crever cet abcès qui permettra la reconnaissance mutuelle et surtout le sentiment des 2 côtés, que les Israéliens soient rassurés et que les Palestiniens se disent quand même le malheur qui nous a été fait est reconnu.
C'est fondamental. Donc il y a beaucoup de choses. Mais la ligne et le fil, à mon avis, directeur, c'est nous nous battons pour le droit. Nous ne nous battons pas pour la Palestine, nous ne sommes pas palestiniens. Nous ne nous battons pas pour Israël, nous ne sommes pas israéliens. Nous nous battons pour le droit, parce que le droit est une éthique, et nous y croyons. C'est tout. Et c'est très fort. Croyez-moi, ce n'est pas un argument secondaire. Et c'est un mouvement citoyen qui fasse précisément pression sur ces États qui ont quelques difficultés ou quelques réticences à bouger. De toutes les façons, ceux dont nous avons parlé, ceux à qui nous nous sommes adressés, ce sont les citoyens. Et là, vous n'êtes tenu par strictement aucune pression ni américaine, ni russe, ni encore moins chinoise. Donc, c'est cette idée que les opinions disent à leur gouvernement. Nous sommes des résistants, je le dis sans grandiloquence. Nous sommes des gens qui se battent et nous nous battrons. Nous avons dit que le combat est difficile, ça c'est notre histoire. Mais ceux qui se battent pour mourir sont les suicidaires. Ils ne sont pas du tout dans cette logique. Ce que nous avons dit, parce qu'il faut être réaliste, que ça n'est pas facile, que il y a beaucoup d'embûches. Nous sommes dans une bataille d'hommes libres pour la liberté et la justice. Maintenant, la question du calendrier. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous répondre par un exemple. Vous dire pourquoi personne ne peut vous répondre. En 1988, j'ai été chargé, personne n'en parlait encore, de préparer la négociation qui allait s'ouvrir avec les Israéliens. Nous n'avions aucune promesse ferme de la négociation, mais nous étions convaincus qu'elle allait arriver, que les choses étaient mûres. Donc j'ai été à Tunis, où l'actuel président de la Palestine était en charge de la préparation de ces négociations, qui est en contact d'ailleurs avec les Israéliens pacifistes. Arafat m'a dit, voilà, tu coordonnes. Nous avons travaillé pendant 2 ans avec une 60aine d'experts palestiniens. Nous avons fait un travail énorme de préparation de tous les dossiers. C'est-à-dire que tout était imprimé, prêt pour aller à la table. Et on n'avait rien. Personne ne disait, vous allez négocier. Saddam Hussein envahit le Koweït. Les Américains disent, les Palestiniens sont excommuniés parce qu'ils sont avec l'occupation du Koweït. Et nous avons le sentiment que toute l'affaire est fichue, mais littéralement fichue. Et nous disons, bon, il n'y aura pas de négociation, ça va prendre des années avant que ça se recolle. Le monde arabe tout entier était derrière les bannières américaines dans la première guerre du Golfe. Nous étions dans un isolement inimaginable. Et j'ai un très bon ami qui, à l'époque, peut-être que certains suivaient cette revue très belle qui s'appelait L'Autre Journal. Il me dit, est-ce que tu veux parier que les négociations vont s'ouvrir? Je lui ai dit, tu es fou. Tu ne réalises pas dans quel isolement nous sommes. Il m'a dit, tu vas voir. 2 mois plus tard, James Baker avait commencé sa tournée pour commencer à préparer la conférence de Madrid. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas qu'il se prépare maintenant à James Baker qui va nous faire un miracle, pas du tout. Vraiment, on apprend cantonné dans une forme de combat. Vous ne pouvez imaginer à quel point l'histoire parfois prend des accélérations et comment parfois elle prend des ralentissements. Et c'est pas miraculeux, c'est pas une chose mystérieuse, c'est surtout très difficile à prévoir. C'est des cadences. Alors je ne sais pas si la cadence va s'accélérer ou si elle va durer, ça va être 10 mois ou 10 ans. Mais gardez cette composante en tête. C'est des rythmes. Et qui naissent de centaines de facteurs, qu'il est très difficile de recenser, qu'on voit une fois qu'ils se sont manifestés. Ah tiens, il y a eu ce facteur qui a joué. Parce que jamais nous nous serions dit, les Américains, maintenant qui viennent d'écraser toute la région, que le mur de Berlin est tombé et qu'il n'y a plus d'Union soviétique, vont avoir besoin, eux, de réorganiser la région selon leur vision des choses, et donc de convoquer une conférence de paix. C'est ça qui a fait la conférence de paix. Les Américains n'avaient strictement aucune pression pour aller à la paix après la victoire après la première guerre d'Irak.
Ils étaient vainqueurs sur tous les tableaux. Donc, gardez cela. Le reste, vous avez raison, nous ne sommes pas dans la prédiction. Et je devrais en principe m'en tenir à mon devoir de réserve en tant que diplomate. Ce consul vient de débarquer et je n'ai pas l'impression qu'il a une très bonne connaissance du terrain. Déjà qu'il annonce des prévisions exceptionnelles que nous-mêmes qui négocions n'avons pas, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que prolongation ou pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, tel que les négociations se passent, nous sommes quasiment convaincus qu'elles ne donneront rien. Nous sommes par contre également convaincus, et c'est une chose fondamentale, que les négociateurs israéliens voudraient nous voir quitter la table pour nous faire endosser le prix de l'échec de la négociation et donc continuer leur travail de colonisation. Donc, nous sommes, sur le plan de la négociation, décidés à rester à la table 9 mois et à avaler les couleuvres, quoi qu'il advienne, nous ne bougerons pas de la table, parce que nous comptons bien, au bout des 9 mois, quand la terre entière constatera l'échec, ce qui se passait, et que la terre entière verra pourquoi il y a eu l'échec, à ce moment, nous allons nous diriger vers des instances internationales qui sont également, pour reprendre maintenant une expression à la mode, une très grande ligne rouge. Nous allons aller à l'adhésion sur 11. C'est toutes les instances, toutes les agences internationales de l'ONU, nous y allons, y compris la Cour pénale internationale. Et ça ne va pas être une petite. L'engagement a été pris sur 9 mois, c'est tout. Prolongation ou pas, après 9 mois, nous ne sommes plus tenus par l'engagement de ne pas aller aux agences. Sachez également, parce que certains disent pourquoi ils ont cédé, nous avons accepté l'engagement de 9 mois parce qu'il y avait en échange la libération de 124 de nos prisonniers qui sont depuis 30 ans dans les prisons. Et nous avons pensé qu'il fallait à tout prix qu'ils sortent. La première vague est sortie, il y a une deuxième qui va arriver incessamment. Et donc nous allons continuer à négocier et sortir les prisonniers et ensuite aller vers les instances internationales. C'est un moyen de pression formidable. Parce que c'est un moyen pacifique, ce n'est pas une guerre. C'est une normalisation qui découle de l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO et ensuite à l'ONU. Nous exerçons nos droits en tant que membres, comme n'importe quel pays membre. Donc voilà ce qui se prépare. Maintenant, il peut y avoir des surprises sur le terrain, il peut y avoir des bouleversements énormes, et là encore, nous ne sommes pas en train de faire de la prévision. Voilà, merci. Merci beaucoup.